Bonjour à tous. L'objectif de mon projet d'éducation aux médias et à l'information est d'aiguiser l'esprit critique des élèves pour qu'ils ne se fassent pas manipuler et aussi pour les aider à faire barrage aux idées racistes, haineuses, complotistes qui circulent sur le web. Ça fait plus de 8 ans maintenant que je mets en œuvre ce projet avec des élèves de CM2. En fin d'année scolaire, les élèves reçoivent un diplôme d'apprenti Hoaxbuster, c'est-à-dire de traqueur de fausses informations, dans une cérémonie au cours de laquelle ils prêtent serment sur la tête de la souris de leur ordinateur, vous pouvez voir, le serment de la souris, avant d'utiliser ou de partager une information. Toujours, je la vérifierai. Alors, voilà le diplôme. J'avoue que je suis très attachée à ce serment de la souris parce qu'il symbolise bien, me semble-t-il, l'importance de ne pas cliquer sous le coup de l'émotion, mais après avoir pris un temps de réflexion. L'idée n'est pas tant d'apposer une étiquette vrai ou faux à un contenu, mais plutôt de se demander quel degré de confiance on peut lui apporter. Des vidéos présentant mon projet sont en ligne sur la chaîne YouTube Hygiène mentale, une excellente chaîne dédiée à l'esprit critique, dans laquelle on voit les élèves en train de décrypter des informations, des textes et des images. Je vais vous montrer un petit extrait dans lequel on voit les élèves en train d'analyser une photo qui avait circulé pendant l'Euro 2016. Alors cette photo, et voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette image ? C'est tout très simple. C'est faux parce qu'on voit que l'homme qui est en bleu avec une pelle, on dirait qu'il vole. Enfin, le pied n'est pas bien posé sur la marche. On dirait que son pied est coupé en deux. C'est vrai ? Parfait. C'est parfait. Tu sais qu'il y a un journaliste de RTL qui s'est fait avoir par cette image. Absolument, je te félicite. Vraiment. Du premier coup. Tu vois, c'est la première fois qu'ils visionnent cette image, ils ont trouvé tout de suite. Bah alors là, félicitations. Alors, moi, je sais pas si j'aurais deviné tout de suite. Parce qu'il y a eu des attaques à cause des supporters d'un match de foot, et en plus, on pourrait y croire. Mais surtout aussi là où il y a le 17. Là, on voit que le 17, là, ça rentre, et là, on voit que c'est derrière. Carrément, là, la jambe, elle est devant. Là, on voit que c'est devant, et là, on voit que c'est derrière. Ici, là. Il a la main derrière que là, enfin ici normalement, enfin lui il n'a pas la main sur l'épaule du... Et surtout là, si le bras il serait au même niveau que les autres, et ben on verrait un peu entre les jambes du bonhomme. Ouais, il passerait là. Ouais. Bien, vous êtes trop fort pour voir les images. Alors, comment se déroule mon scénario pédagogique ? Dans une première étape, pour reconnaître une fausse information, il faut d'abord comprendre ce qu'est une vraie information. Avant d'aborder la désinformation, les élèves observent la différence entre la publicité et le rédactionnel. Ils observent des slogans, ils créent eux-mêmes des slogans et des contre-slogans comme Amazon, ça casse la couche d'ozone, ou quand on va au McDo, on sort encore plus gros. Ils apprennent à traquer des publicités cachées, contenus sponsorisés et autres placements de produits. Ils réfléchissent à l'influence des influenceurs et ils se prennent au jeu de déconstruire leur discours. Ils appréhendent le modèle économique des réseaux sociaux et des algorithmes de recommandation. Et également, dans cette première étape, ils explorent les différents médias et le métier de journaliste. Alors, pour se faire une idée concrète de cette profession, ils interviewent des journalistes, ils rédigent eux-mêmes des articles, mais aussi pour comprendre la difficulté de transcrire la réalité qui est complexe, les élèves appréhendent les notions d'objectivité et de subjectivité à travers des jeux de rôle. Certains se mettent dans la peau de journaliste, d'autres dans celle des personnes interviewées. Exemple d'un pro, une manifestation contre la chasse. Un témoin a vu un mort, il n'en démord pas, il y avait du sang partout. Alors qu'un pompier affirme avoir pris en charge un seul blessé, léger. Qui croire ?
Est-ce que tous les témoignages ont la même fiabilité? Et si les chasseurs disent cette manifestation est un échec, alors que les écologistes disent que c'est un succès. Là encore, qui croire? Les élèves constatent ainsi l'importance de recueillir les différents points de vue des protagonistes impliqués dans un événement pour avoir des éclairages différents de la réalité, mais aussi l'importance de faire la différence entre une opinion et un fait prouvé. Et que se passe-t-il si le journaliste ne donne qu'un seul point de vue? Et si lui-même est chasseur ou écologiste? Est-ce facile pour lui d'être objectif? Est-ce que l'objectivité existe? D'autant que nous avons tous tendance à ne nous intéresser, à n'écouter, à ne partager que les informations qui vont dans le sens de nos opinions, un travers qui s'appelle le biais de confirmation. Ces improvisations permettent aux élèves de commencer à comprendre que notre cerveau peut nous jouer des tours et ainsi d'identifier quelques biais cognitifs. Alors, dans une deuxième étape seulement, les élèves se transforment en Hoaxbusters, en détectives du web. Ils découvrent le fonctionnement des moteurs de recherche et découvrent une méthodologie. La méthodologie, c'est premièrement observer le contenu. Est-ce que le contenu vous semble crédible? Est-ce qu'il repose sur des preuves solides? Est-ce que des points de vue contradictoires sont présentés? Est-ce que ce sont des experts dans leur domaine qui s'expriment? Ensuite, deuxièmement, enquêter sur la source. Troisièmement, croiser l'information sur plusieurs sites fiables, évidemment. Et quatrièmement, se méfier de soi-même. Et cinquièmement, contextualiser les textes et les images. Alors, même les jeunes enfants sont capables de comprendre une notion aussi complexe que la contextualisation. Un élève va vous donner la définition du mot contexte. Le contexte, en fait, c'est un peu ce qui se passe autour. Par exemple, dans un carnaval, il y a une soucoupe volante en carton, on l'a pris en photo. On a l'impression que c'est une vraie soucoupe volante. Donc le contexte, c'est que c'est pendant le carnaval, en fait. Alors que des gens, ils vont se servir, ils vont changer le contexte et ça va changer complètement le sens de la photo. Ils vont dire, on l'a pris dans la zone 51, c'est une soucoupe volante vraiment d'extraterrestres. Une photo peut être manipulée de mille et une manières. On peut la manipuler avec des techniques, des outils comme Photoshop, mais rien qu'en jouant sur le réglage de l'appareil photo, sur l'angle de vue, sur le cadrage ou plein d'autres paramètres, on peut modifier le message. Je vais vous montrer comment j'aborde la notion de cadrage avec cette photo de cette enseignante entourée de ses élèves en train de découper un gâteau avec un gros couteau. Vous avez ici une photo cadrée avec deux cadrages différents. Donc j'aimerais bien avoir vos réactions. C'est bien pour les personnes qui savent pas, c'est marrant. Mais si par exemple quelqu'un le prend mal, c'est vraiment, ça peut tomber en catastrophe. Ah, ça peut provoquer une catastrophe. Ouais, voilà. Oui, si tu utilises cette photo, si je prends cette photo et que je la mets sur Internet, la première photo, qu'est-ce qui risque de se passer? Eh ben, ils vont dire oh, mais cette maîtresse, elle est pas bien, il faut l'enlever de cette école et tout ça. Ils vont lui dire des méchancetés aussi sur elle. Si on met la première photo sur Internet, après il peut y avoir une rumeur. Oui, il peut y avoir une rumeur. Et cette rumeur, elle dirait quoi? Que Isabelle, elle est pas sympa. Ouais. Et pourquoi elle serait pas sympa? Parce qu'elle coupe les doigts des enfants si on les désobéit. On peut mentir sur la légende d'une photo, on peut mentir sur l'histoire de cette photo, où, quand, comment, pourquoi, par qui elle a été prise et diffusée. D'où l'intérêt de savoir observer les détails d'une photo et de savoir utiliser des bons mots-clés, de savoir utiliser Google Maps et Street View pour essayer de repérer où la photo a été prise,
ou des outils comme Google Images et TinEye pour repérer l'origine et le parcours d'une image sur la toile. Petite démo avec cette photo qui a fait le buzz sur Internet. Expliquer qu'il y a une photo d'une fille et ils ont menti sur la date et le lieu, de quand ils l'ont fait et où ils l'ont fait. Donc ils ont dit qu'elle a été faite en Ukraine pendant la guerre et en fait c'était pas du tout vrai, c'était en Australie, ils l'ont fait en Australie et c'était même avant la guerre en Ukraine. À votre avis, on utilise des images d'enfants dans des films ou des photos? Pour que ça fasse encore plus pitié et que les gens ils croient que c'est encore pire si c'est des enfants ou des adultes. Donc on veut toucher quoi? Le cœur. Le cœur. Très bien. Alors on fait clic droit, on va sur copier l'adresse de l'image. Bon, c'est fait. Maintenant on va dans un nouvel onglet, on marque Google Images. On va sur le site, on va sur la petite rechercher par image, on fait CTRL-V, on fait rechercher par image et ça nous amène là. Bravo. Quand je me suis lancée dans ce projet en 2014, je craignais que mes cours ne soient pas adaptés pour des élèves aussi jeunes. Mais en fait, le résultat a été au-delà de mes espérances. Non seulement ils étaient à leur portée, mais ce sont mes élèves qui m'ont appris beaucoup de choses. Pour grand nombre d'entre eux, Internet fait déjà partie de leur univers. Chaque année, je suis bluffée par la pertinence de leurs remarques et de leurs questions. Et chaque année, les élèves s'investissent à fond dans les activités proposées, y compris ceux en difficulté scolaire. C'est pourquoi il me semble important de profiter de leur allant et leur ouverture d'esprit avant qu'ils n'entrent dans l'adolescence, cet âge particulièrement vulnérable où ils risquent plus particulièrement et plus facilement de se faire manipuler. Sans compter que certains élèves n'ont pas la chance d'être accompagnés par leurs parents sur la toile. Certains sont livrés à eux-mêmes. Chaque année, les élèves argumentent, débattent comme des grands et également ils créent des contenus, beaucoup de contenus. Je vais vous montrer des exemples. Ils créent des articles, des capsules vidéo, ils créent des masques, ils créent des illusions d'optique, ils font des reportages photos. Par exemple, je leur ai demandé de montrer que Taninges, leur village, est le plus beau village de France, mais aussi en même temps de montrer que Taninges, leur village, est le plus laid village de France, dans lequel des poubelles abandonnées, des usines nucléaires abandonnées, etc. Et puis aussi, je leur demande de créer des posters avec des conseils pour vérifier les informations. Pensez à croiser les informations sur plusieurs sites. Pensez à aller dans les rubriques « À propos, mention légale, qui sommes-nous » N'hésitez pas à utiliser Google Images, dont voici le mode d'emploi. N'hésitez pas à utiliser Decodex, un moteur de recherche permettant de vérifier la fiabilité des sites, ou NewsGuard d'ailleurs. Donc effectivement, le nouvel ordre mondial dit que Macron est un reptilien, mais pas évident. Ou bien non, Macron est-il un terroriste? Et on se rend compte également dans À propos et par Decodex que le Gorafi est un site parodique. Et je termine là-dessus sur ce dessin avec un conseil. Devenons tous des hoaxbusters, à l'instar de ce hoaxbuster qui bloque une rumeur à tête d'Illuminati avec son corps. Merci beaucoup.